Alors bonjour, je vous retrouve donc pour un prochain Demain Lab. Donc ce Demain Lab aujourd'hui, on le voit technologie, on le voit futur talent avec justement Jean-Baptiste Audrery. On va beaucoup penser comment vont être les futurs talents dans notre monde merveilleux qu'on veut créer pour demain. Comment on peut repenser aussi qui on est avec la technologie. Et Jean-Baptiste va nous donner quelques éléments par rapport à ce demain-là. Alors, bienvenue. Merci d'être là, Jean-Baptiste. Merci Stéphanie. Merci, Alors, ravi de me joindre à Demain Lab. ben oui. Jean-Baptiste est psychologue organisationnel. Il est vraiment un spécialiste de tout ce qui est la gestion des talents et tout ce qui est nouvelles technologies. Il est vice-président justement des services conseils à Horizon RH. Et puis, tu as aussi un blog Futur Talent qui nous donne plein d'informations, plein d'articles vraiment très intéressants par rapport à ça. Alors, avec cette présentation-là, peux-tu nous donner aussi quelques informations sur qui es-tu, Jean-Baptiste? Oui, écoute, donc comme tu l'as dit, psychologue organisationnel, je me suis toujours intéressé aux sciences du comportement et en particulier au monde du travail, avec l'analyse des compétences, l'analyse de l'évolution du travail. Moi, je viens d'un monde agricole et rural et j'ai eu l'occasion de voir les effets des technologies dans ce petit monde-là, mais aussi comment les gens pouvaient les adopter, comment ça pouvait changer leur travail. Bon, donc j'ai été très teinté de ça dans mon histoire et je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies. Donc j'aspirais à d'autres horizons, d'autres mondes où la technologie était au service de l'homme et comment elle pouvait nous permettre de travailler mieux et au service de la communauté. Et puis, dans mon parcours, donc, j'ai beaucoup évalué les personnes, j'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai fait beaucoup d'analyses de personnalités qui est très riche. Donc, j'étais à la rencontre de beaucoup de monde. Au total, j'ai calculé que j'avais évalué à peu près 6000 personnes au cours de mes 20 années. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je les recroise de temps en temps, c'est passionnant. En partie en France, puis en partie ici. Maintenant, j'ai presque plus travaillé au Québec qu'en France, puis ça fait 15 ans que je suis au Québec. Et donc, je me suis vraiment orienté vers les technos. Mon blog, tu l'as mentionné, un jour m'a permis de me distinguer par mes analyses ou ma vision, j'oserais dire. J'essaye d'apporter une vision, d'anticiper un peu les choses. Et ni plus ni moins que IBM un jour m'a sollicité en disant viens nous rejoindre pour parler de cette transformation. On parle de transformation numérique, mais il y a une transformation des talents, des compétences et des emplois. Alors, j'ai eu le grand plaisir d'arriver dans une immense organisation qui réfléchit beaucoup à ça. Et puis, ensuite, je suis revenu vers la petite entreprise, vers Horizon RH, où là, j'exerce des activités de conseil pour aider les RH à transformer leurs outils, mais aussi accompagner l'évolution des compétences, l'évolution aussi des emplois qui changent énormément. Et ça va du recrutement, qui a beaucoup changé, qui est en train de changer énormément, jusqu'à des nouveaux paradigmes très concrets. On en parlera sûrement tout à l'heure sur le volet de la formation, l'acquisition de connaissances, la mémorisation, comment on garde le rythme vers des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, qui à tous les niveaux sont en train de changer nos façons de travailler. Donc, il y a beaucoup de RH en train de revoir et ont besoin d'appuyer leurs équipes et leurs employés qui eux-mêmes expérimentent des nouvelles choses dans leur vie quotidienne. Alors, ils s'attendent à ce qu'ils aient la même chose dans l'entreprise. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Personne curieuse de nature et avec beaucoup d'intérêt justement pour tous ces aspects qui mêlent le technique, le scientifique et le comportemental. Wow. Alors, écoute, je pense que tu vas pouvoir nous donner plein d'informations. Justement, je vais te poser cette question que je pose à tout le monde. Comment peut-on rêver demain avec ton fil conducteur, on va dire, pour toi, tes intérêts par rapport à tout ce qui est le talent et justement cette fameuse technologie qui est en train de révolutionner pas mal de choses?
Écoute, c'est une très très bonne question qu'il faut se poser, je pense, Oui. parce que tu sais, dans mon domaine qui est la gestion des talents, qui concerne finalement le travail de chacun, puis la façon dont ils peuvent être à leur meilleur ou à leur plein Mhm. potentiel dans l'organisation. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, disent et constatent que pour demain, elles vont avoir besoin de nouvelles compétences. Tout le monde le dit. Mhm. D'ailleurs, quand on regarde les grandes instances économiques ou politiques du monde, ils nous disent tous, et ils constatent tous dans leurs études que les emplois sont en train de changer et les compétences sont en train de changer. Je pense que ce n'est pas nouveau parce que moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Tu as sûrement C'est ça. grandi aussi. Vous allez avoir 10, 12 Ouais. emplois peut-être différents. Vous allez peut-être connaître 3, 4 métiers différents. Sauf que là, le World Economic Forum ou les grandes banques aussi font Mhm. des analyses et disent toutes que pratiquement plus de 90% des emplois d'aujourd'hui nécessitent de nouvelles compétences pour 2025. Plus de OK. 90%. OK, ça, 2025, c'est pas long, ça. Ouais, C'est c'est proche, demain. là. C'est demain. Le mouvement est amorcé. Ouais. Et donc tout le monde le sait. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin tellement de rêver, on le sait. Mais ça ne se traduit pas toujours dans les faits par des stratégies Hmm. de développement de ces nouvelles compétences. OK. Et en fait, un des éléments que je vois très très souvent, c'est qu'on a du mal à nommer ces nouvelles compétences, on a du Ouais, mal hein? à les visualiser, à se projeter. Alors, c'est comme si l'économie, avec la pandémie, nous a confirmé qu'il faut aller plus vers une économie plus green, plus verte, une économie Mhm. locale, des cycles beaucoup plus courts parce que la chaîne intégrée est très complexe. On veut être moins dépendant de la Chine, de certains pays, on veut travailler local, on veut vendre local, on veut Mhm. vendre en ligne. Donc, on a un commerce, je veux dire, tout ça s'est confirmé pendant la pandémie. Tout ça, on a pu le toucher. Et donc, c'est comme s'il y avait, on était en train de conduire une voiture à haute vitesse. Et c'est comme si on savait où on s'en va, mais on a comme de la pluie sur le pare-brise. Et je pense qu'il y a un besoin à un moment donné de se dire, OK, on va aller où avec ces compétences-là? On veut Ouais. quoi? Et donc ça, c'est pour les organisations, mais c'est aussi valable pour les territoires, parce que on le constate à chaque jour, malheureusement, ça laisse aussi des profils, des parcours de carrière qui, aujourd'hui, ont besoin d'aller chercher des bouts de formation qui leur permettraient de rester dans ces emplois-là Mhm. qui sont en train d'évoluer. Alors, il y a un vrai besoin de rêver au niveau territorial sur comment on se projette dans tout ce brouhaha qui a changé et qui s'accélère, et comment chaque organisation, alors qu'elle dit que c'est important, comment elle peut peut-être se créer un laboratoire, un observatoire, OK. un élément qui se dit c'est quoi les métiers de demain, puis quelles compétences on va avoir besoin, et ensuite d'être capable de dire comment je vous forme, comment l'entreprise est un lieu privilégié d'expérimentation, d'acquisition de connaissances et de compétences, mais aussi pas une école forcément au sens s'asseoir, écouter des cours pendant des jours, puisque ça aussi, ça a changé. Ouais. C'est apprendre différemment par rapport à des compétences différentes. Donc toute la chaîne a changé, la main-d'œuvre est en train de changer, les attentes sont en train de changer, l'économie a été bousculée par la pandémie, on a des nouvelles attentes de compétences, des nouveaux modèles d'affaires. Alors, comment on va outiller les travailleurs, les employés et, je dirais, la communauté? Parce qu'on est très dépendant de sa communauté, même si Mhm. maintenant on peut recruter un peu n'importe où avec du Ouais. télétravail, mais malgré tout, tu as quand même besoin d'opérateurs, de chauffeurs, tu as besoin de techniciens, tu as besoin de gens sur place aussi. Mais ça amène une vraie réflexion à penser ce demain et à se projeter. Et ça, Mhm. c'est souvent ça qui manque, parce qu'on est toujours en train de regarder le quotidien des éléments. Donc, il faut réussir à avoir une petite longueur d'avance. Ouais. Et je pense que le mot observatoire
observatoire, rêver et impliquer les gens pour les préparer, mais aussi faire en sorte que chacun ait saisi une chance. Je ne sais pas si toi tu le sens, mais moi j'ai autour de moi des gens qui, dans les dernières 5 années, ont vu leur environnement ou leur milieu de travail complètement changer. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui était dans le domaine du commerce de détail. Le magasin n'existe plus. Par contre, c'est un magasin en ligne. Ouais. Et c'est des compétences de commerce en ligne. Et c'est des compétences de marketing en ligne, de marketing, d'automatisation. C'est idéalement, c'est aussi de nouveaux acteurs et de nouveaux partenaires avec des nouvelles formes de distribution. Et c'est un métier radicalement différent que de celui de mettre sur l'étagère des produits et les vendre localement, puisque tu t'adresses à un autre marché. Donc ça, c'est juste un petit exemple qui me fait dire que chacun a une chance à saisir, mais il faut-il que les organisations s'interrogent et exposent les employés à ces nouvelles formes de travail, de collaboration, des outils, de technologie, et soit peut-être un lieu un peu plus accéléré qu'à la remorque, parce qu'elles sont très, très souvent un petit peu plus à la remorque. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu vois que les organisations en ce moment développent cette volonté d'observatoire? Alors, elles essayent de certaines, oui, certaines, il y a des bons exemples. Alors, je prendrai un exemple, il est à Toronto, il n'est pas à Montréal, mais il est à Toronto. Ceci dit, ça infuse à Montréal, mais dans le secteur financier, par exemple, il y a, puis je t'invite à aller voir leur site web d'ailleurs, qui est très intéressant, c'est Toronto Finance International. Ils ont fait pour la grappe finance. On se dit, bon, la finance, écoute, ils sont à la pointe, ils connaissent. Ils ont des défis d'attraction de main-d'œuvre internationale. Parce que maintenant, de plus en plus, on est dans la fintech, on est avec blockchain, intelligence artificielle, data analytics, tous les produits en ligne, le commerce en ligne, les banques, les néobanques, comme ils les appellent. Donc, le secteur est en train de se révolutionner complètement, les métiers évoluent et ils font toute une réflexion sur justement les compétences du futur, les compétences nécessaires actuellement et comment on peut les développer. Donc, le premier enjeu, puis il est en lien avec ton mot rêver. Oui. Le premier mot, c'est voir. En fait, je pense que dans rêver, il doit y avoir revoir ou quelque chose comme ça, mais voir, anticiper, voir. Ça prend ces outils-là comme Toronto Finance International pour aller chercher une lecture du marché, mais ensuite il faut l'amener dans l'entreprise et il faut décliner tous ces éléments-là pour offrir les outils et faire réfléchir les gens. Est-ce que, oui, il y a le mot voir aussi. J'aime beaucoup le mot. Est-ce que je vois? Il y a aussi qu'est-ce que, c'est comme une espèce de pouvoir aussi de faire. Qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse aussi pour faire en sorte, puis c'est ça aussi un peu la réflexion. Est-ce que tu penses que dans les organisations, ils ont aussi cette réflexion de qu'est-ce que je voudrais avoir comme monde dans quelques années, dans mon domaine, et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir y arriver? Est-ce que ça, il y a cette réflexion-là? Ça, très partiellement. Okay. je vais être honnête, très partiellement. En fait, le premier élément, c'est est-ce que j'ai une lecture de mon grand environnement dans lequel je sais que l'automatisation, la robotisation, la donnée, le service en ligne, les nouvelles formes de travail, tous ces éléments-là, on pourrait les énumérer, ils sont nombreux. Ça gravite, mais ça ne se traduit pas toujours en un plan articulé. Il y a des plans d'affaires, mais pas toujours des plans talents. Donc, ça, ouais. il faut un observatoire. Ensuite, il faut des plans talents. Et après, d'en voir, je pense qu'il y a aussi, est-ce que je m'y vois? Ou rêver, est-ce que je me rêve? Donc, c'est aussi amener à l'autre l'occasion d'expérimenter, de toucher, de réfléchir. Ça, on ne le voit pas, ou très, très peu. Ce qu'essayent de faire les organisations, ils ont déjà beaucoup de mal, c'est quoi les talents de mes équipes actuelles? Là. Okay. Déjà lire l'actuel,
c'est déjà extrêmement compliqué. Parce que ça prend des conversations continues, ça prend des indicateurs, ça prend des tags, hein, des catégories, ça prend de la déclaration personnelle, ça prend du feedback, ça prend beaucoup d'informations, des fois peu structurées. Et le premier constat, en tous les cas, c'est que les organisations connaissent très peu ou pas du tout leurs employés. Donc, sur l'actuel, donc des fois, on a des descriptions de postes, oui, mais on connaît le poste, on ne connaît pas toujours l'individu, et on ne connaît pas encore moins le poste de demain. Ça, c'est très peu présent. Wow. Pourtant, il y a des outils qui existent aujourd'hui qui permettent de lire le marché, lire les compétences émergentes et de s'abreuver et d'alimenter l'observatoire. Donc, de là à amener dans les équipes, c'est quoi demain, comment on s'y prépare, comment on le teste, comment on l'expérimente, on le voit peu. Pourquoi aussi? Et d'ailleurs, le Toronto Finance International le dit bien. Dans l'une de leurs études, ils disent on est dans une phase de upskill, reskill. Là, tout le monde en parle. Toutes les grandes organisations, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse, elles ont toutes sorti dans la dernière année des rapports sur upskill. Comment on se renouvelle avec des nouvelles compétences. Et le défi, en fait, c'est que les employés n'ont pas toujours possibilité de trouver du temps pour se consacrer à des nouvelles compétences. Donc, qu'est-ce que dit TFI, Toronto Finance International? Ils disent dans le secteur finance, mais c'est très intéressant, mais je pense qu'on peut le généraliser à tout le monde. En réalité, il y a une fausse conception qui est de penser que des gens qui seraient de plus de 35 ans, ou plus, ils disent mid-career employee, ils disent, je pense que c'est plutôt 40 d'ailleurs, de 40 à 55 ans, les gens qui sont dans le milieu de leur carrière, en réalité, ils veulent se former. La seule chose, c'est qu'ils en ont par-dessus la tête. Enfants, travail, donc il y a beaucoup de logistique. Ils veulent se former, mais ils n'ont pas le temps. Donc, une des conditions clés à mettre en place, c'est un observatoire, mais deux, donner du temps pour que les employés aient l'occasion de se former. Et se former, ici, il faut bien s'entendre, là, c'est pas suivre un cours pendant 2 jours, c'est plus ça du tout. Oui, un peu, bien sûr, mais c'est surtout du micro-learning, des petites activités, des activités d'équipe, du co-développement, se positionner sur un projet, expérimenter certaines choses. Et alors, c'est pour ça que il y a un morceau qui manque dans le voir et ensuite dans le expérimenter, comme tu le disais tout à l'heure. Il nous manque du temps. Et donc, si l'organisation avait une chose à faire, c'est certainement de donner à l'employé l'occasion de tester, expérimenter, discuter de ces compétences-là et dégager un petit peu de temps par mois, par semaine, parce que les employés sont prêts à apprendre. Et d'ailleurs, beaucoup d'études, je pourrais les fournir, là, il y en a plusieurs qui sont sorties depuis des années, et ça n'est pas réservé aux jeunes générations, c'est valable à travers toutes les couches, et aussi, je dirais, tous les métiers. 77% à peu près disent qu'un des critères pour eux de rester dans une entreprise, c'est quand il y a du développement continu des compétences. La possibilité d'évoluer, Ben voilà, alors les organisations disent, j'arrive pas à attirer, j'arrive pas à retenir, j'ai des enjeux, je dépasse mon 17 ou des fois 20% de taux de roulement sur certaines catégories. C'est quoi la promesse talent? Et la promesse talent, elle est certainement de dire, on maîtrise nos métiers, on maîtrise ce qu'on sait bien faire, mais voici où on s'en va dans les nouveaux modèles d'affaires ou dans les nouvelles activités. Et ensuite, c'est voici ce que je vous donne comme outil et comme temps pour expérimenter sous différentes façons l'apprentissage de nouvelles compétences. Et là, l'organisation devient beaucoup plus réaliste et donne les moyens de se projeter, d'échouer, oui, ça va découvrir, avec, hein. voilà, mais découvrir aussi pour chacun, toi et moi, de dire, bah, écoute, oui, j'ai essayé de faire un peu de programmation sur tel langage, ça ne me plaît pas, moi, la programmation. Par contre, ce qui me plaît,
c'est vraiment d'autres formes de collaboration, puis des outils collaboratifs, puis j'aimerais ça amener telle approche ou expérimenter tel nouveau type de service à la clientèle. Mais pourquoi pas? Donc, faut-il que tu l'aies expérimenté? Sinon, qu'est-ce qui se passe? L'employé voit bien que peut-être l'entreprise n'est plus tout à fait synchrone avec l'évolution du marché, parce que les employés voient bien ce qui se passe chez les clients, ce qu'on Tout leur à fait. demande, ou les Ouais. compétiteurs, et ils se disent est-ce que je suis dans un bon véhicule? Est-ce que je suis dans un... Donc, ceux qui sont plus formés, souvent se posent la question de savoir est-ce que je suis dans un endroit où mon employabilité augmente? Hmm. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu réponds quand parce que moi, j'ai beaucoup cette réponse-là avec les organisations. Ils disent, on n'a pas le temps. En ce moment, il n'y a pas le temps. Puis, tu sais, le temps est précieux. Puis ils disent, on est tellement orienté productivité qu'il faut à la fois peut-être faire en sorte que notre entreprise puisse survivre en ce moment. Et on n'a pas le temps de former. On n'a pas le temps de donner du temps aux gens. Qu'est-ce que, en gros, c'est un enjeu énorme. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu réponds? Alors, il y a deux réponses rapides qui me viennent à l'esprit. Ça ne veut pas Ouais. dire que c'est... mais la première, c'est le rôle du chef d'entreprise, de la chef d'entreprise, d'être le chef d'orchestre des ressources, des priorisations. Si évoluer on va dire, un commerce de détail vers du commerce en ligne est une priorité, est une nécessité vitale, comment on s'assure que nos opérations et notre personnel et les personnes clés peuvent être focusées, orientées, dégagées, priorisées sur ce qui compte pour demain. Ça, c'est capital. C'est une question d'agilité, mais c'est aussi une question de vision, c'est aussi une question de travailler ça, puis d'amener en parallèle des nouveaux modes organisationnels. Des fois, il y en a aussi qui décident de faire ça à l'externe, ou avec des petits comités, ou de dégager des ressources, ou de recruter de l'externe pour se dédier à ça. Mais je pense que c'est mieux quand c'est vraiment organique et qu'on libère un peu les personnes et qu'on les oriente là-dessus. Donc ça, c'est le leadership en termes de gestion des ressources. Le deuxième, je crois que c'est efficacité ou efficience. En réalité, moi, je parlerai surtout pour les RH, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est encore avec beaucoup de départements qui sont très transactionnels et très administratifs, dans le sens où on est encore beaucoup avec des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, on est bloqué. On est bloqué, on le sait, la productivité a stagné, sauf là pour les travailleurs du savoir, les cols blancs qui ont augmenté leur productivité, mais à quel coût? Avec le télétravail. Ils disent à peu près, c'est 44% d'augmentation de la productivité, puisqu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de... Tu sais, tout est vraiment synchronisé, puis on est ultra productif, et dans un environnement finalement qui est quand même moins perturbant si on n'a pas d'enfant. Donc, Comme ça, tu alors, précises. oui, non, c'est important. Mais ce qui est ressorti, c'est que vraiment l'efficience doit être le deuxième cheval de bataille pour se dire comment je peux libérer des ressources en arrêtant de faire des choses à faible valeur ajoutée pour se repositionner sur les éléments de demain. Oui, ça aussi, ça veut dire d'observer quelles sont les tâches à moins grande valeur ajoutée. Parce que donc, quand tu parles d'observatoire, c'est ça aussi, là, c'est se donner la possibilité d'observer comment je peux développer cette efficience-là aussi, là. Oui, et les bons principes en ergonomie ou en psychologie du travail te diront reviens et pose les questions à ceux qui font le travail. Ils vont te le dire. La seule chose, c'est que des fois, on a trop souvent mis, surtout dans les années 80-90, efficience égale réduction. Voilà. Or, efficience égale ajout de valeur. Ajout de valeur, ça veut dire enrichissement du poste, revalorisation peut-être des salaires, requalification, upskill. Donc, j'abandonne des tâches
manuelles, routinières, de vérification, de réconciliation, de choses qui peut-être ne sont pas nécessaires si on avait les bons outils, la bonne technologie, et qui nous permet de nous repositionner. Donc, c'est aussi une question d'engagement. Donc, quand tu présentes des projets d'efficience comme on va se réinventer, on va se préparer pour demain, on va mieux servir le client aussi, parce que l'orientation client est un grand levier qui était peut-être pas dans les années 80, 90, quand il y avait ces programmes là, de coupure, puis de réduction. Donc, on est resté un peu comme ça en disant efficience, ça veut dire perte d'emploi. Mais en fait, efficience, ça veut dire redéploiement, repositionnement, ou le mot à la mode des années 2010, c'est transformation. Donc, il faut amener cet élément-là en disant, on a tous à gagner en amenant des meilleurs emplois et en développant de meilleures tâches et en étant beaucoup plus intégrés et en faisant en sorte aussi que les gens se retrouvent en disant, OK, mes forces, mes talents, les tâches plus complexes, les tâches plus riches, plus complètes aussi, qui font du sens. Plus complexe, c'est vrai que c'est plus complexe, mais ça peut être aussi plus complet, qui n'est pas tout à fait la même chose. De bout en bout, moins de silos, moins de... tu sais, je suis là-dedans, puis moi, je ne m'occupe pas du reste. De toute façon, j'ai le nez dans le guidon. Donc, il y a l'occasion, avec certains outils ou certaines approches et certaines organisations de travail, d'être plus polyvalent et donc du coup de rehausser le niveau d'autonomie, le niveau de responsabilité, l'empowerment, c'est un autre mot qui circule là depuis quelques décennies maintenant, mais de lui donner du vrai sens. Donc on voit des équipes beaucoup plus autonomes, on voit des équipes qui ont l'information, des équipes qui peuvent prendre la décision et non pas qui hachent un processus administratif, puis qui créent qui font juste reproduire sans créer tout à fait de la valeur. Donc, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur la nature du travail et en lien avec les compétences du futur. Donc, définitivement, je pense que ça fait partie d'un tout. Et je crois que notre métier de psychologue a vraiment un rôle intéressant ici à jouer dans ce contexte-là. Oui, puis vraiment, mais je l'aime quand même le mot transformation parce que c'est vrai qu'on est en train de se transformer. Tu sais, je veux dire, quand on parle de quatrième révolution industrielle, tu sais, je veux dire, on parle de transformation numérique. Tu sais, je veux dire, le numérique rentre, tu sais, je veux dire, l'intelligence artificielle, ça arrive et tout ça. Et donc, comment on accompagne ces humains dans cette transformation? Donc, tu sais, je veux dire, humain, je parle aussi d'organisation puisque pour moi, c'est une gang d'humains, une organisation. Comment on peut accompagner? Parce que c'est effectivement un enjeu énorme en ce moment. Et je pense que la pandémie n'a fait qu'exacerber cette transformation-là, je pense. Alors, il y a des approches en mode de design thinking qui existent aussi, d'intelligence collective, de groupes de co-développement. L'élément peut-être qu'il faut rajouter, c'est de faire en sorte qu'il y ait une exposition à ces nouvelles technologies, qu'on puisse nommer ces compétences-là et qu'ensemble, on puisse réfléchir aux impacts sur l'emploi, sur les rôles et responsabilités et sur la façon dont on peut mieux servir et se transformer, donc ajouter de la valeur. Mais ces temps-là, ils sont faits souvent quand on veut développer une application client. Là, on va penser comme ça, pour le client. Par contre, quand on pense pour nos métiers, nos compétences, c'est comme si c'était un peu une ère aveugle. Puis on attend de se comparer aux compétiteurs proches. Donc il y a souvent des effets comme ça de mimétisme ou de comparaison qui font beaucoup réfléchir les décideurs, les chefs d'entreprise et qui ont les autres font ça, ils sont en train de s'en aller là, donc oups, on doit s'ajuster. Puis là, ils font des task force, puis ils rattrapent. Quand souvent aussi, c'était peut-être des éléments justement de réflexion. Comment on peut se distinguer aujourd'hui avec ces compétences-là et comment on va livrer demain, comment on va servir demain, comment on va... Donc, ça prend un petit moment, un petit havre de paix avec un bon café et de la convivialité pour réfléchir à ces éléments-là. Mais ce volet compétences-là, il n'est pas adressé ou il est rarement adressé. C'est pour ça qu'il y a un disconnect, c'est ce que je disais au début.
Je reconnais que mon environnement évolue, mais je ne le traduis pas en stratégie talent. Je peux le traduire en stratégie client, mais rarement en stratégie talent. Or, il faut le faire arriver. Et là, à ce moment-là, même si la plupart des chefs d'entreprise reconnaissent que leur main-d'œuvre est un élément distinctif, hautement compétitif, il faut réussir à le décliner en Qu'est-ce qui comment fait que selon finalement toi, ils n'arrivent pas? Est-ce que tu as saisi qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à réduire cette déconnexion par rapport à cette stratégie talent? Est-ce que c'est le temps pour éventuellement, justement, je ne vois pas l'intérêt de mettre du temps sur cette stratégie talent? Ça n'est pas rendu assez vital dans certaines organisations. Toutefois, on voit des grands, des petites et des moyennes entreprises pour lesquelles la question de talent, elle est adressée dès qu'il y a une orientation stratégique qui est prise par le comité de direction. Donc, il y a des grandes entreprises dont les patrons ont à cœur de dire, OK, mais c'est quoi les talents dont on va avoir besoin? Les compétences, les éléments. Donc, souvent, c'est la place du volet talent et du volet compétences et RH qui peut-être est souvent en second plan. On décide du plan stratégique, on décide des revenus, on décide des investissements techniques. Et après, OK, on va avoir besoin de main-d'œuvre, mais comment on le rattache avec un vrai plan lié au territoire? Est-ce que j'ai la main-d'œuvre sur le territoire? Est-ce que j'ai la main-d'œuvre à l'intérieur? C'est quoi mes mouvements de main-d'œuvre? Et on le voit aussi dans les enjeux de planification stratégique de main-d'œuvre. Ils sont faibles, enfin, il y a de l'importance, mais c'est rarement traduit par une lisibilité de la planification stratégique. Donc, il y a vraiment un défaut, il y a quelque chose. Donc, c'est fascinant parce que c'est comme si on était en train de dire qu'on va tous aller sur Mars, on le sait, mais on ne s'y prépare pas, ou en tous les cas, on attend qu'on va pouvoir, à un moment donné, dire aussi, je vais aller chercher les talents quand ils vont être prêts sur le marché. Donc, il y a aussi cette stratégie du « j'achète le talent ». Donc, j'attends. Donc, j'attends, mais sauf que acheter le talent, ça a un coût. Et pendant ce temps-là, on a des employés qui, à l'interne, disent est-ce que moi, j'aurais pu être intéressé par ces éléments-là? Donc, il y a en ce moment un rebasculement. C'est un début, mais on l'a vu l'année dernière en particulier. Je crois que c'est une étude LinkedIn qui a montré qu'il y avait eu une augmentation de 25% du recrutement à l'interne. Alors que les entreprises avaient l'habitude de sortir à l'externe pour aller chercher les talents. Donc, la notion de potentiel, de capacité d'apprentissage, les compétences proches, les profils proches, on est en train peut-être aussi de quitter le « je recrute un pour un ». Je recrute des compétences que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je vais chasser. Je chasse, puis je prends le gibier qui est, entre guillemets, prêt à être consommé. Non, aujourd'hui, on est peut-être dans une logique de cultivateur. Et plus ton modèle est interne, plus ton modèle est aussi promotionnel, c'est-à-dire qu'il encourage chacun à dire on évolue, on grandit. Là, je rêve, hein. On est là pour ça. On est là pour ça. Et je dirais, l'un et pas forcément prendre le dessus sur l'autre. On s'entend quand tu dis le chasseur, le cultivateur, j'aime ça. Ça peut être les deux aussi. Ce que j'entends, c'est que justement, le cultivateur pourrait prendre un petit peu plus de place en ce moment et ça serait vraiment très intéressant. Il va devoir tout simplement parce que les compétences, aujourd'hui par exemple, si tu es en technologie, en jeux vidéo ou dans le domaine par exemple de la cybersécurité, ou si tu es dans le domaine par exemple du commerce en ligne, il y a des compétences techniques qui n'existaient pas il y a plus de 3 ans. Wow. Et donc, est-ce que tu cherches quelqu'un qui a 10 ans d'expérience quand la compétence n'existe presque pas depuis très peu de temps? Donc, tu es obligé d'aller chercher des profils qui peuvent s'adapter à ces éléments-là et où toi, tu deviens un lieu où ta promesse talent, ta talent value proposition est
je recrute basé sur votre potentiel, votre curiosité, votre désir d'apprendre, sur des habiletés, sur un certain nombre de choses. Si tu n'as pas les compétences techniques, je vais te donner des outils où je vais être un lieu où tu pourras trouver un peu de temps pour te développer. OK, De très différentes intéressant, façons. ouais, hein? Et ça, c'est une promesse talent Ouais. complète. Et là, tu peux être de taille moyenne ou très grande. Et ça, c'est des choses que tu peux faire. Alors, c'est là où ça prend, c'est quoi notre vision, quelles compétences on va avoir demain. Tu sais, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie verte aujourd'hui, les investissements sont massifs, il y a des gros défis, mais le stockage de l'énergie, il faut aller chercher des scientifiques, c'est pas tout le monde qui maîtrise, il y a des nouvelles façons de faire. Le transport multimodal, ça vient perturber tout un tas de métiers. Est-ce que je développe à l'interne ou est-ce que je vais chercher les postes déjà spécialisés? Puis, qu'est-ce que je privilégie? C'est un mix entre chasse et culture. J'aime ça, j'aime ça. Justement, t'es dans les exemples. J'aimerais ça que tu nous nommes, en tout cas que tu nommes une ou deux solutions qu'on peut faire maintenant. Tu en as nommé par rapport au recrutement, des solutions que peut-être tu es en train d'installer ou que tu vois les organisations qui mettent en place pour justement arriver à ce monde de demain-là. Qu'est-ce que tu proposerais comme solution en ce moment pour les organisations, pour justement le développement des talents, pour la technologie et tes deux sujets par rapport à des solutions concrètes? Alors écoute, pour toute organisation qui est dans un environnement comme ça évolutif et turbulent, où ils sentent bien que les compétences sont en train d'évoluer, la première chose, c'est que pour lire en continu les compétences qui évoluent dans le marché quand ils sont sur certains secteurs d'activité ou certains territoires. Et pour lire les compétences à l'interne, il existe aujourd'hui des plateformes dites intelligentes de gestion des compétences. Donc, Talent Intelligence Platform, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles analysent les profils, parfois même les profils LinkedIn, les descriptions d'emploi, mais elles peuvent analyser aussi les compétiteurs qui postent qui font certains affichages et qui trouvent des compétences ou des titres de compétences différentes. Et donc, elles peuvent ramener à l'interne des catalogues de compétences qui n'ont pas été rédigés par des humains, mais qui ont été détectés de multiples sources et en temps réel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as un catalogue de compétences qui est à jour et tu peux venir le distribuer auprès de tes employés en disant, ben, écoute, toi, tu es en finance, toi, tu es en marketing, toi, tu es en technologie pour le domaine électrique, toi, tu es dans le transport et la logistique. Voici des compétences qui sont retrouvées dans notre environnement interne. Voici les compétences que l'on retrouve à l'externe. Est-ce que tu les as? Est-ce que tu as de l'intérêt? Ce qui fait que tu peux créer des parcours de développement, tu peux avoir finalement cette vigie sur les compétences qui est très difficile à avoir, à moins de monter un observatoire et de discuter. Et il faut le faire parce que c'est là où tu peux rêver. Mais ces outils-là viennent documenter et te l'envoyer des signaux en disant et les rendre activables. Parce que tu peux dire, bah, écoute, voici, je sais pas, Jérôme, on a vu que tu avais telle et telle compétence. Comment te positionnes-tu sur ces compétences-là? Donc, je suis plus dans une évaluation forcément formelle, faite par l'entreprise sur la personne, mais plutôt des autodéclarations et des portraits d'équipe, portraits d'employés, portraits d'organisation, et avec injecter les compétences du marché ou des benchmarks externes. Donc ça, c'est des plateformes, il en existe une quarantaine de plateformes. On voit beaucoup d'intérêt chez nos clients qui ont les défis de gérer l'évolution de la main-d'œuvre, le fameux upskill, et de repenser leur façon de gérer les talents. Donc, ça, c'est une première. Tu m'en as demandé deux. Après, j'irai vers le développement. Le développement des talents, ce qu'on voit beaucoup qui marche bien, c'est quand même de repenser l'apprentissage en continu. Donc du micro-learning, c'est pas très nouveau, mais ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais d'offrir de la formation à la demande. Ce qui fait que tu as des petits contenus et tu crées de l'intérêt et tu sensibilises.
de façon très légère et très rapide. Mais justement, si tu as cliqué, si tu as vu, tu as de l'intérêt, est-ce que dans ton profil, est-ce que je ne peux pas me rendre compte que peut-être il y a une opportunité pour toi d'évoluer là-dedans? OK, donc il faut garder l'information aussi, là, Oui, il d'avoir la faut que possibilité tu de aies… garder l'information, ça. Oui, oui. Mais d'avoir l'information ne suffit pas. Il faut OK. aussi avoir une philosophie talent. Hmm. Autrement dit, puis j'ai un client qui est dans cette situation-là. Ils ne sont pas très grands, ils sont 300, mais ils ont vraiment adopté l'approche par les forces, que tu connais sûrement. Donc en Ouais. psychologie Mhm. positive, les talents, chacun est porteur de caractéristiques. Donc tu es peut-être par exemple une communicatrice, ou tu es peut-être un rassembleur, ou tu es peut-être un ingénieur, mais tu es un rassembleur. Donc ça, c'est ton talent, c'est ta force. Ou, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui aime faire arriver les choses, donc tu es très bon à structurer, puis à faire des suivis. Ben, avec ces forces-là, peut-être que dans le département marketing, même si c'était en RH, peut-être que le département marketing peut être un endroit où tu peux exceller. Hmm. OK. Projet, communication. Donc, j'ai un client qui, l'autre jour, ma cliente, qui est en RH, me dit, nous, on a une approche talent. Très bien, tu sais, c'est pas la première fois que je l'entends. Puis, il me dit, on est fondé sur les forces. Parfait. Et donc, ils y vont avec StrengthsFinder, puis Mhm. chacun, il y a une discussion avec les gestionnaires. Puis s'il y a un emploi qui te convient, dans lequel je pense que tu aurais des forces, puis tu pourrais t'éclater, pourquoi pas? Vas-y, expérimente. Et OK, il donc, donne la ma cliente en possibilité RH, d'expérimenter aussi, c'est ça qui donne la oui, possibilité d'expérimenter. oui, ma cliente en OK. RH me dit, ben, je suis désolé, je vais devoir quitter le projet, je vais céder la place à quelqu'un d'autre. Je dis, OK, tu t'en vas. Ou… Elle me dit, non, je m'en vais comme superviseur des opérations à la production. Je dis, waouh. Et là, j'ai applaudi. Je dis, waouh, c'est génial. Tu es en RH, tu as étudié en RH, en relation de travail. Et c'est pas unique, hein, ça existe, mais souvent, c'est plus des Hmm. cheminements où il Ouais. aurait fallu qu'elle devienne gestionnaire d'équipe RH OK. Ouais. pour ensuite aller vers la gestion de production. Mais là, elle va directement en gestion de production, elle a 25 ans. Là. Wow. Donc, ils ont détecté, et elle a l'intérêt, et bien évidemment, ça va faire d'elle un profil opération et RH, où Super elle ira demain. intéressant. Donc, ben voilà. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est que parce qu'elle offre ces parcours-là, qui d'autre peut offrir ça? La jeune femme, elle se dit, mais ici, j'expérimente plus de choses que je pourrais expérimenter dans une entreprise qui va me mettre dans des boîtes et où je vais peut-être devenir hyper pro sur Ouais. un domaine, mais où peut-être je vais me sentir un peu à l'étroit. Ça dépend de tes motivations. Soit tu veux devenir Hmm. l'experte, soit tu veux devenir quelqu'un qui élargit ses horizons, puis qui découvre autre chose en fonction de tes forces. Donc, ça dépend de tes motivations. Ça dépend de… En tout cas, je trouvais ça très Ouais, intéressant parce que c'est très tu intéressant. peux avoir les outils, mais il faut aussi que tu aies la culture en disant, si tu as de l'intérêt Ouais. sur ces nouvelles compétences-là, est-ce que je fais de la place à expérimenter? Donc, est-ce que j'ajuste les postes? Est-ce que je mets en place des projets? Est-ce que je te donne des stretch assignments, ce qui fait que Hmm. tu pourrais expérimenter quelque chose d'autre? Puis tu vas devenir hybride. Ben, c'est pas grave, tant mieux, parce que pendant que tu deviens hybride, tu as du plaisir à apprendre quelque chose. Ouais, c'est très intéressant et c'est pour ça que je dis, ça demande quand même une culture organisationnelle qui accepte cette expérimentation-là aussi, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, c'est parce que tu peux expérimenter, puis d'accepter que ça ne fonctionne pas aussi. Ça, dans les Ouais. organisations, le fait que ça ne fonctionne pas, c'est pas toujours accepté, Non, ça. non, non. Et puis, bien évidemment, les limites, c'est dans un environnement où tu as des conventions collectives, tu sais, où Voilà. c'est très, très réglementé, ça devient très difficile. Donc, Ouais. dans une organisation moins réglementée, sur tout un tas de postes, je crois que ça peut être quelque chose qui peut être un différenciateur énorme. Mm. Et pour ensuite tous les cols blancs, les cadres, les techniciens qui ne seraient pas régis par ces conventions collectives, ça peut être une belle façon de créer des organisations attrayantes, innovantes et compétitives et fidélisatrices aussi, définitivement. On l'entend, il faut juste écouter vos employés, ils vont vous le dire. Propose-moi J'aime des ça. choses, aide-moi à apprendre et crée des bonnes conditions de travail. Mais le différenciateur, c'est l'apprentissage. Écoute, c'est vraiment un point important, puis on sait que dans la gestion de changement, c'est, je veux dire, apprendre, c'est aussi changer, hein, je veux dire, c'est pour, ça fait un lien, là. Donc, pour transformer le monde,
faut aussi les amener à monter en compétences, on va dire vraiment, ou à changer de compétences. Je pense qu'effectivement, donner l'opportunité d'apprentissage, c'est extrêmement important. Donc, écoute, je trouve ça vraiment très intéressant, cette stratégie des talents. Je pense que les gens auraient un intérêt à prendre du temps. J'ai entendu beaucoup prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de voir autrement. Donc, il va faire aussi obligatoirement prendre le temps de rêver, hein, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de temps. Créer des espaces et créer Ouais. un moment. Oui. Créer un moment. Ça peut être une conversation avec son gestionnaire. Ouais. Parce que là, c'est pas prendre du temps, c'est pas prendre 6 mois. Là, Non, non. Ça peut être se faire une pause, s'arrêter et échanger avec son gestionnaire. Ouais. Il faut que le gestionnaire ait la mentalité et pose des questions. Ça peut être lors d'un lac à l'épaule, ça peut être lors d'une session en groupe, ça peut être de montrer ou de présenter ou de partager des contenus en lien avec des compétences particulières. Ça peut être des sessions plus design thinking où on se dit, bon, c'est quoi l'avenir de notre fonction, les compétences aujourd'hui, le data, l'analytics, l'IA, l'automatisation, comment tout ça va nous affecter, comment on le gère. Donc, d'y réfléchir, d'avoir un moment de réflexion. Puis ensuite d'exposer et, si possible, le point clé, comme je le disais tout à l'heure, si on peut réserver un peu de temps et protéger des zones où les gens peuvent avoir le temps d'apprendre une compétence complémentaire en lien avec leur poste, on crée des conditions du demain de l'organisation et de la fidélisation de l'employé. Bien, on rejoint avec ce besoin de compétences, quand on parle de, puis ça va te parler toute l'autodétermination là, qui est en lien avec, je veux dire, l'autodétermination, c'est vraiment le besoin de compétences et vraiment fait partie de ça. Donc, pour développer la motivation et aller dans une motivation plus intrinsèque, cette compétence, besoin de compétences est là. J'aime ça. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, moi, les discussions, c'est beaucoup l'enjeu du temps. Donc, vraiment, et j'aime tes précisions que tu as apportées par rapport à tout, comment on peut à la fois prendre du temps, mais ce n'est pas des gros temps. Des fois, ça peut être des petits temps, ça peut être des micro-temps, on va dire, des petits moments. Et j'aime aussi, c'est que l'ouverture du gestionnaire aussi à entendre ça, c'est extrêmement important pour comprendre. Mais je pense que le gestionnaire, il doit comprendre son environnement pour que justement puisse aussi le transmettre aux gens et d'écouter, d'avoir cette capacité d'écoute. Ça aussi, c'est une compétence à acquérir, d'avoir cette capacité d'écouter et de voir aussi qu'est-ce que je vais en faire aussi avec ce que je récolte et comment j'amène aussi les gens à se développer. Écoute, je te remercie infiniment. J'ai retenu aussi les outils. Vraiment, je trouve, de toute façon, je vais les mettre en lien avec la vidéo, les différents éléments que les gens puissent aller chercher. Comme tu mentionnais, le Thunder, l'approche par les forces ou autre. Ça, c'est des choses qu'on pourrait donner comme exemple aussi par rapport. Ici, si tes auditeurs sont intéressés aussi, il y a des formations qui sont prévues que je donne au mois de juin, notamment sur les Talent Intelligence Platform et la planification stratégique de la main-d'œuvre et des effectifs et des compétences. Donc, on a 2 moments, parce que c'est des sujets vraiment clés. Et donc, j'organise 2 sessions de formation. C'est des matinées avec des démonstrations de solutions. C'est prévu mi-juin et fin juin. Ils ont juste à te contacter, puis je peux te donner des liens pour ceux qui sont intéressés, pour vraiment aller voir cette façon différente de gérer les compétences, moins administratives et plus dynamiques et au service de l'évolution de l'organisation. Ah, écoute, tellement, puis on les mettra peut-être en lien en dessous de la vidéo, ça peut être fort intéressant. Merci énormément. Donc, rêver les talents, rêver la possibilité de faire évoluer les gens, moi, j'achète ça. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Stéphanie.